Et pour le Zoom du jour, nous recevons aujourd'hui un secouriste. Pendant près de 30 ans, il a exercé dans les unités CRS spécialisées dans le secours en montagne de la police nationale. L'itinéraire d'un homme qui a fait de sa vie une aventure pleine de défis et qui vient nous présenter son livre « Ligne de crête », le recueil des coulisses de ce milieu de secours en montagne. Pascal Sancho, bonjour. Bonjour. Alors la montagne, est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ou finalement elle vous a conquise au fur et à mesure? Ah, je crois que je suis tombé dedans. Je le raconte dans mon premier livre. C'est une relation très tôt. Hein. J'avais 5-6 ans, j'écoutais les récits de mon oncle notamment, qui m'ont fait rêver puisque je l'imaginais plus que je ne la vivais. Et puis rapidement, j'ai fait mon premier sommet à 14 ans. Donc là, j'avais vraiment la certitude que c'était un milieu avec lequel j'allais composer. Je ne savais pas encore comment. Et ensuite, voilà, une révélation devant un poster, ça fait souvent sourire, mais c'est la réalité, où j'ai vu un hélicoptère de la gendarmerie qui treuillait certainement un secouriste du PGHM de Chamonix. Et je me suis dit, ben, c'est ça que je veux faire. Poum, la révélation, et ça vous est arrivé comme ça. Pour être secouriste en montagne, vous diriez qu'il vaut mieux aimer le danger ou bien le contrôle? Ah non, il vaut mieux aimer le contrôle et puis j'irai plus loin que ça, il vaut mieux aimer les gens, tout simplement. Les gens. Parce qu'après, le risque, c'est quelque chose avec lequel on compose, on s'y habitue, on essaye de le maîtriser, mais c'est pas une recherche en soi, pas du tout. On vous reçoit aujourd'hui, Pascal Sancho, pour votre livre « Ligne de crête » aux éditions Mareuil. Donc, mais il faut préciser que vous aviez déjà sorti un premier ouvrage qui s'appelle Bravo Papa, qui est sorti en 2020 chez le même éditeur. Bravo Papa, moi je crois que vous êtes papa vous-même, mais ça n'a rien à voir. Là, il s'agit d'un signal qui déclenche une opération en hélicoptère, c'est bien ça? Absolument, c'est un titre un peu coquin, je savais qu'il susciterait les questions. C'est l'indicatif radio de l'hélicoptère de la gendarmerie de Tarbes, avec lequel j'ai eu le privilège de travailler pendant de nombreuses années. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil quand même aussi à mes enfants. Parce que quand on fait ce genre de métier, on voit un peu la reconnaissance à travers ses enfants et c'est toujours valorisant. Il y a des mots comme ça qui vous lancent en opération tout de suite, la concentration tombe et ça y est, il faut y aller, c'est ça? Oui, je crois que petit à petit, on s'habitue. On a une formation de très haut niveau. Hein. C'est une formation très exigeante. 10% à peu près des gens sont retenus. Donc, petit à petit, avec l'expérience, on apprend à rentrer dans le vif du sujet. Voilà, avec une phase rationnelle où on réfléchit à ce qu'on va faire. Et puis, très rapidement, on rentre dans l'action et on apprend surtout à maîtriser ses émotions parce que l'aspect psychologique est important dans ce métier. L'aspect psychologique, donc vous venez d'en parler, l'aspect physique également, intellectuel pour la gestion de l'organisation, etc. Il faut être résistant aussi au froid, endurant, moralement stable, je suppose, tout de même, pour faire face aux situations, pas prendre feu soi alors que d'autres ont peur à côté. Comment est-ce qu'on gère tout ça au quotidien? Mais je pense qu'il faut une formation de base. Là, on se rapproche quand même de tous les métiers de l'urgence, hein. Avec nous, la spécificité du milieu qui est quand même prégnante, c'est vrai. Mais bon, on apprend déjà avec une formation solide, un sens quelque part de notre devoir et de l'idée qu'on se fait de la vie. Ensuite, un engagement sans réserve, hein, puisque quand on fait ce métier, il faut savoir aller au bout de sa mission, ce qui n'est pas neutre, c'est pas qu'un symbole. Et ensuite, l'expérience fait qu'on apprend de ses erreurs, on apprend de toutes les expériences qui sont à chaque fois différentes. On apprend des moments difficiles, c'est surtout là où on se construit énormément. Et on avance dans un métier où la passion nous permet quand même de franchir beaucoup d'obstacles. Alors, je rappelle que vous êtes dans le secours de montagne, bien sûr, mais dans une unité qui est un peu particulière, puisque c'est chez les CRS de la police nationale, du coup. Comment est-ce qu'on arrive dans une spécialité comme celle-là, en fait? En général, on fait une école de police. On fait une école de police et ensuite, on est plus ou moins repéré par des recruteurs. C'est souvent même le cas avant parce qu'on y rentre souvent pour faire cette spécialité. Et ensuite, on subit toute une somme de tests à Chamonix. On a notre centre d'entraînement et de sélection à Chamonix, le CNAS des CRS. Et au fur et à mesure, on apprend la montagne, on apprend le secours, on apprend le secourisme. Et si on a la chance de faire partie des 10% d'élus, on est affecté dans une unité opérationnelle.
Vous avez eu des collègues déjà qui étaient vierges de toute expérience avec la montagne et qui ont décidé de se lancer dans un rêve finalement, mais qui n'avaient pas de connaissances comme vous pouviez en avoir? Je le dis d'ailleurs dans le premier livre, dans Bravo Papa, j'ai un ami qui venait du rugby, avec des capacités physiques un peu hors normes. Et lui n'avait jamais vu la montagne, n'avait jamais pratiqué. Et donc il est arrivé fort brillamment. C'est un peu différent aujourd'hui parce que pour des raisons de compacité de la formation, on va dire, et aussi de coût, on essaye de recruter des gens qui ont déjà pratiqué. Mais dans l'absolu, oui, c'est possible. On peut ne pas avoir vu la montagne et devenir secouriste en montagne. Alors, il y a autre chose qui m'avait surprise, évidemment, c'est qu'on n'imagine pas des CRS de la police nationale en montagne. Par ailleurs, la police, normalement, est plutôt sur des zones qu'on appelle urbaines, et la gendarmerie tient le reste du territoire. Comment est-ce qu'on explique que vous soyez présent en montagne, finalement? Voilà, il y a une origine historique. Le secours en montagne date de 1958, suite à un drame qui s'était passé au Mont-Blanc, une affaire qui est bien connue des montagnards, qui s'appelle l'affaire Vincendon et Henry, où à l'époque, les sociétés de secours bénévoles assumaient le secours en montagne. Et sur ce cas de figure, ils avaient été dans l'incapacité de mener à bien le secours. Ça avait fait grand bruit, notamment au niveau des médias. Et donc l'État français avait décidé d'organiser sous sa forme régalienne, le secours en montagne. Donc, dans un premier temps, ceux qui ont répondu présent sont les CRS de la police nationale et les gendarmes, à travers les PGHM. Voilà. D'accord. Est-ce que vous, personnellement, vous plaideriez pour un ordre commun, finalement, du secours de montagne? Parce qu'aujourd'hui, en montagne, on a les pompiers, on a les gendarmes, on a la police et on a les sociétés civiles, finalement. Oui, alors c'est surtout quand même une mission qui est gérée par l'État. Police, gendarmerie et pompiers. Un corps unique de secours, oui, j'en parle à de nombreuses reprises. Je pense que les intervenants de terrain, ça ne serait pas obligatoirement une difficulté que de s'orienter dans cette direction. Peut-être un peu plus au niveau des états-majors. Mais malgré tout, je reste persuadé que la mutualisation des moyens, ce qui est déjà un peu le cas entre police et gendarmerie, on a déjà des formations communes, on a des équipements communs. Vous regardez les tenues, à part le badge gendarmerie ou police, c'est la même tenue. Donc je pense que oui, on gagnerait à évoluer dans cette direction, notamment pour éviter soit les petits chicayas de bonne aloi qui peuvent exister, mais surtout pour maintenir dans le temps une unité de cohérence par rapport au niveau, et puis aussi une unité de lieu en étant présent au maximum dans tous les massifs, ce qui n'est pas obligatoirement toujours le cas. Oui. Et donc oui, je plaiderais assez favorablement à cette idée. Alors montagne, haute montagne, du canyoning, mais aussi des missions de sécurisation de bâtiments civils. À quoi ressemble une journée type finalement d'un secouriste de votre unité? Alors, la mission principale, ça reste quand même malgré tout le secours à personne. Donc on est dispatché dans des postes de secours ou auprès d'un hélicoptère dans une base hélico et on est amené à répondre à toute mission de secours en montagne en tout temps, en tout lieu, sur l'ensemble du territoire. Après, c'est vrai que comme on a un statut de policier, on peut être amené à faire des missions de sécurisation de personnalités qui seraient en montagne. On peut être amené à faire des missions de police dans des milieux inaccessibles. Ça a été par exemple le cas à l'époque pour le TA ou pour l'affaire Colonna en Corse. Ça peut être la sécurisation aussi d'événements sportifs de grande envergure comme les Jeux Olympiques. Et puis ça peut être aussi un prolongement dans la transmission de missions de coopération qui existent pour la police ou la gendarmerie dans bien des domaines, mais qui existent aussi pour les secouristes en montagne. Dans le livre, Pascal Sancho, vous évoquez l'évacuation d'une militante Greenpeace qui s'est accrochée à la Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors ça, c'est des missions qui rentraient dans le cadre de notre statut de policier. On venait en appui d'unités de police avec lesquelles on collabore tout au long de l'année, que ce soit le RAID, la BRI ou les groupes d'intervention. Et donc on était là pour amener un petit peu notre regard extérieur et notre plus-value en termes de technicité sur tout ce qui est descente sur corde, amarrage, etc. Et donc là, c'était la COP 21, c'était pas la Tour Eiffel, je crois que c'était à l'Arc de Triomphe, celui que je décris en tout cas. Et voilà, c'était assez cocasse parce qu'ils étaient surpris de voir des CRS de montagne
venir les décrocher. Et puis nous, dans un premier temps, là, il n'y avait aucune connotation politique. On était là vraiment pour assurer leur sécurité, parce que des cordes qui frottent ou qui sont mal posées sur un édifice, ça peut vite faire des dégâts. En hiver, j'imagine que vos journées sont bien remplies. Est-ce que en été, l'activité baisse ou ce n'est pas du tout le cas finalement? Mais non, c'est même l'inverse, parce que souvent on dit l'hiver parce qu'on pense aux stations de ski, Oui. mais on ne fait pas le secours en station de ski, ou on le fait que lorsque le moyen aérien, l'hélicoptère, est demandé, où là on sécurise l'hélicoptère. Mais sinon, non, nous on a une activité qui est relativement liée aux périodes quand même de vacances scolaires, donc elle est assez constante tout au long de l'année avec des gros pics, hein, ce sont les vacances, et l'été, oui, c'est quand même une grosse activité, puisque la montagne a une force d'attraction de plus en plus marquée. Les touristes sont de plus en plus présents et on travaille énormément l'été. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de mener la mission jusqu'au bout? Moi, je vais avoir une question d'ordre un peu personnel pour vous, parce qu'elle sent chaud. Est-ce que le soir, en rentrant chez vous, vous arrivez à couper un petit peu, ou bien est-ce que vous ne débranchez jamais? Ça vous travaille, en fait, finalement? Bah, disons que là aussi, il faut s'habituer. En tant que sauveteur, moi, de toute façon, j'ai toujours fait la part des choses. Chez moi, j'ai jamais abordé beaucoup le sujet, par pudeur, et puis aussi pour un peu protéger ma famille. Puis je l'avoue humblement, pour essayer aussi d'écarter éventuellement mes enfants de cette spécialité, parce que je sais que ça aurait été un sujet pour moi assez important s'ils avaient voulu continuer, notamment avec tous les camarades que j'ai perdus durant toute ma carrière. Et l'actualité du week-end dernier nous rappelle ce triste crash d'hélicoptère. C'est un métier très dangereux, hein. C'est l'activité la plus dangereuse de la police nationale, et au même titre pour les PGHM de la gendarmerie. Depuis 1958, je crois qu'on en est à une quarantaine de décès en service, donc c'est quand même pesant. Donc oui, j'essayais de faire la part des choses, mais après, en ayant un peu progressé dans la hiérarchie au sein du groupe, c'est vrai que quand on a un groupe à gérer, quand on a un petit peu l'avenir de ce groupe un peu entre les mains, on ne débranche pas vraiment. On a toujours envie de faire mieux, de faire différemment, de répondre aux attentes. Donc c'est quand même quelque chose qui est passionnel et qui est assez chronophage, on va dire. La journée de secours, quoi qu'il arrive, on la continue, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on va se coucher, on attend que les lumières reviennent, on finit jusqu'au bout? Non, mais la journée de secours... dès l'instant que le secours est terminé, on a appris aussi à passer à autre chose. Sinon, ça serait destructeur au niveau psychologique, quoi. Alors après, je ne vous dis pas que sur des secours très particuliers, je pense notamment aux secours qui pourraient impliquer des enfants, bon là, la lumière ne s'éteint pas vraiment, quoi. On passe en général de très mauvaises nuits. Quand les secours ont une fin heureuse, vous parlez du sourire des victimes, finalement, des ex-victimes, qui reviennent vous voir souvent. Mais chaque secours est une aventure à part, unique, et c'est vrai que parfois on ne connaît pas les prénoms, mais on se rappelle toujours d'un regard, d'un sourire, d'une poignée de main. Et globalement, évidemment que les gens sont très reconnaissants, parce qu'on les sort quand même de situations parfois extrêmes, dans lesquelles ils ne se seraient pas sortis tout seuls. Donc on reçoit régulièrement des dessins, des mots, des marques d'affection diverses et variées. Et c'est vrai que ça fait quand même chaud au cœur. Ça permet de tenir le groupe aussi, j'imagine. Est-ce qu'on peut parler d'esprit de corps, par exemple? Ah ben nous, la force du groupe, c'est vraiment la force du collectif, évidemment. J'en parle dans quelques conférences que j'ai le plaisir aujourd'hui de faire pour partager cette expérience. C'est vrai que pour nous, l'individu et sa compétence, qui doit être quand même de haut niveau, viendra toujours nourrir une force collective. L'inverse ne peut pas être possible. Sur la durée, seul, on va franchir un obstacle, mais le sommet, on le fera ensemble, pour reprendre un peu l'esprit de Cordée. Et donc, c'est ce qui nous tient, évidemment, et heureusement, parce que moi, je vois dans mon groupe, on a eu 2 crashs d'hélicoptères avec des pertes humaines importantes. Quand on met un genou à terre, on le met tous ensemble en général, et puis quand on se relève, on se rend compte qu'on grandit au niveau du collectif. Et avec une honnêteté intellectuelle, je pourrais dire que même on grandit plus dans ces moments très difficiles, voire très douloureux, que dans la réussite au quotidien qui n'est jamais banalisée, parce qu'on connaît la difficulté d'un secours en montagne, mais on s'habitue aussi à la réussite. Et quand on doit partager l'échec, voire le drame, c'est là où on est obligé de se souder les uns contre les autres et puis apprendre à grandir ensemble.
Et vous avez chacun des spécialisations qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a évidemment les pilotes d'hélicoptères, il va y avoir le chef de groupe, il va y avoir l'équipe au sol, l'équipe en l'air qui va faire un hélitreuillage éventuellement. Et vous parlez d'amitiés qui ne sont pas ordinaires. Oui. Mais absolument. Donc, moi, je parle souvent de la grande famille du secours en montagne. Pour l'expliquer un petit peu, en règle générale, si on part sur une opération héliportée qui va représenter 9 secours sur 10, on va dire, vous avez un équipage, donc un pilote et un mécanicien treuilliste, c'est lui qui va nous treuiller. Ensuite, à bord, vous avez 2 sauveteurs, que ce soit 2 gendarmes, 2 CRS, 2 pompiers. Et vous avez un médecin urgentiste, qui est souvent d'ailleurs une médecin. Et donc, c'est une grande famille. Chacun, dans son domaine, a ses prérogatives. Par contre, ce qui nous lie, c'est l'engagement. C'est-à-dire, la décision de l'un va peser obligatoirement sur la sécurité des autres. Et comme disait Gaston Rébuffin, un alpiniste connu, dès l'instant qu'on est lié par la corde, on ne sera plus jamais 2 étrangers. Nous, c'est exactement ça, c'est une famille. On le voit, il y a eu un accident dans les Alpes ce week-end. Je suis sûr que tous les sauveteurs en montagne de France, qu'ils soient en Corse, qu'ils soient outre-mer, qu'ils soient dans les Pyrénées, sont affectés, quoi. Vous avez travaillé, vous parliez des sauveteuses, enfin des médecins qui sont souvent des personnels féminins. Et vous avez travaillé avec la première femme CRS de montagne. Comment est-ce qu'elle est au quotidien? Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec elle parce que quand elle est arrivée, moi je partais donc il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la féminisation du métier est une réalité. Et c'est très bien. Ça a mis du temps, alors pour beaucoup de raisons, mais il faut reconnaître que c'est quand même un métier très exigeant, physiquement tout d'abord, psychologiquement et techniquement. Donc voilà, le nombre de femmes qui peuvent arriver à ce niveau-là pour l'instant est proportionnel au nombre de femmes qui s'y présentent. Pour l'instant, on a trois femmes dans notre activité. 3 futures candidates non, elles sont en unité opérationnelle. Donc voilà, c'est des femmes qui sont guides de haute montagne, il n'y a pas de sujet. C'est des personnes très compétentes, mais c'est vrai que ne serait-ce que l'aspect physique, c'est quand même un obstacle à franchir, quoi. Et je pense que de toute façon, voilà, si des femmes se disent qu'elles peuvent y arriver, si elles se lancent dans cette activité, il y en aura de plus en plus et c'est une très bonne chose. Il y a une prise de position dans votre livre qui est quasi politique, qui m'a marqué, c'est quand vous dites « L'univers majestueux de la montagne n'est en aucun cas un espace de non-droit en marge des lois de notre République ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette phrase ? Oui, là c'est un petit peu à contrario pour couper court aux idées reçues et quelque part en filigrane pour défendre aussi le secours gratuit. Parce que bien souvent, je trouve que dans les médias, on appuie là un peu où ça fait mal, c'est-à-dire qu'on va prendre des cas particuliers et on va en faire des généralités. Donc effectivement, des imprudents en montagne, il y en a, mais c'est loin d'être une grande majorité. Moi, si je ne sais pas combien de secours j'ai pu réaliser, mais si par exemple, je prenais l'exemple de 1000 interventions en 30 ans, si j'en sors 5 de personnes qui ont vraiment abusé et à qui on pourrait peut-être faire payer l'intervention, pour le reste, ce sont des gens qui ont subi la loi d'un milieu hostile et qui se sont fait surprendre, comme on pourrait se faire surprendre quand on va à la mer, quand on traverse un désert, y compris quand on a pris des précautions. Donc oui, je suis un fervent défenseur de la gratuité des secours parce que je trouve que c'est un pacte social exemplaire aujourd'hui. Pour autant, je ne suis pas naïf et je pense que les gens qui y abusent, mais là on pourrait faire le jeu de la métaphore dans bien des domaines, hein, pour la sécurité sociale ça pourrait être la même chose. Ceux qui abusent, il faut qu'ils soient montrés du doigt et puis il faut qu'on puisse leur faire supporter le poids de leur abus. Mais pour la grande majorité, moi je trouve vraiment positif le fait de proposer une gratuité des secours et qu'on ne soit pas là à secourir des gens en fonction de leur niveau social, en fonction de la couleur de peau, en fonction de leur obédience. Je trouve que c'est un merveilleux exemple de société comme on l'aime et qui fonctionne. Absolument. Il y a un épisode qui m'a beaucoup fait rire dans votre livre à propos des médias, justement, que vous critiquiez en partie. Vous avez réussi, enfin pas vous, mais un de vos collègues, oui, à faire passer une fake news à un journaliste qui était un peu gourmand du fait, du sauvetage incroyable. Et puis, vous lui racontez votre journée comme ça. Et puis finalement, il est un peu blasé, bon, ce qui est
assez incroyable parce que vu vos journées quand même. Et puis, le collègue fatigué d'entendre ce journaliste blasé, là, lui raconte un truc incroyable. Oui, c'est assez bien résumé. Comment ça vous est venu? C'est marrant, c'est un collègue de la CRS Alpes de Grenoble qui était en poste à l'Alpe d'Huez. Et comme tous les soirs, on a une très bonne relation avec les médias parce que c'est aussi une manière de faire passer des messages importants, notamment en termes de prévention. Et peut-être que les journalistes de montagne sont tellement habitués à des choses exceptionnelles qu'ils arrivent à en banaliser voilà, l'activité courante. Et ce jour-là, il y avait quand même des secours importants. Je me souviens qu'il m'a bien parlé de treuillage sous des câbles. C'est quand même très dangereux et très engagé. Et le journaliste, effectivement, voilà, le prend un petit peu à la légère, le prend un peu de haut. Et lui, il rebondit en inventant une histoire abracadabrante d'un sanglier qui aurait percuté des skieurs sur une piste de ski. Et de fil en aiguille, eh bien, ça fait le 20h de Claire Chazal, quoi. Donc voilà, c'est cocasse, mais c'est surtout, c'est surtout une anecdote assez marrante et qui permet quand même de rappeler qu'on a de très bonnes relations avec les médias et qu'on travaille bien et qu'on arrive à faire passer de bons messages. Alors, vous évoquez bien sûr dans votre livre les accidents, hein, on en parlait, qui finissent bien, mais il y a aussi ceux malheureusement, qui sont mortels, où on a des pertes humaines qu'il faut annoncer à la famille. Et vous dites que c'est la partie peut-être la plus difficile de votre métier. Ah oui, oui. C'est clair que ça, il n'y a pas de formation pour ça. J'en parle dans Bravo Papa, mon premier secours, c'était 4 personnes décédées. Bon, je me suis quand même effondré, j'étais pas à la hauteur, quoi, tout simplement. Et pourquoi? Parce que j'avais un niveau technique important. Mais il y a l'aspect psychologique qui, pour moi, hein, dans ce métier, est la difficulté la plus importante à surmonter. La relation avec la mort, c'est quand même très compliqué. J'en parle un peu longuement dans Ligne de crête, parce que je pense que déjà, ça fait du bien d'en parler. Puis les gens posent beaucoup de questions à ce sujet. C'est vrai que c'est un métier, il faut trouver rapidement un sens dès l'instant qu'on ne peut pas ramener des personnes en vie dans les vallées. Donc le sens... on l'apprend avec l'expérience, c'est trouver les bons mots, trouver la bonne attitude, trouver la bonne posture quand on va annoncer un drame qui va briser une vie en général et souvent bien d'autres. Et donc ça, c'est vrai que c'est une partie que tout secouriste a dû assumer, notamment quand on est responsable d'unité ou de poste de secours. Voilà, je pense que ça fait partie de notre fonction. Il faut le faire avec courage, avec dignité, et essayer de trouver les bons mots. Qui sont tout au moins les moins mauvais, on va dire. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est aussi important, et je l'ai appris dans de nombreux secours, à apporter quand même un message aux familles. C'est à partir de ce message qu'ils vont se faire une idée. C'est souvent malgré tout des gens qui partent dans leur passion. Donc à partir de ça, on peut essayer aussi de construire, pas une justification, mais voilà, essayer d'atténuer un petit peu la peine. C'est compliqué. Pascal Sancho, merci beaucoup pour ce témoignage. Vous avez quitté le métier maintenant, hein, après 30 ans de service, on le rappelle. Mais ça vous travaille encore? Vous avez sorti 2 ouvrages, peut-être un 3e? Peut-être, on verra. Peut-être, il ne dit pas non. En tout cas, vous reviendrez chez nous le présenter. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Je vous le rappelle, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à cliquer sur le pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité. Quant à moi, je vous dis à très vite sur TV Liberté.